il a d'ailleurs dit, Donald Trump, voilà, personne n'en veut, donc c'est pour ça qu'il Aussi. s'accroche, à la Fed. On le voit et vous l'avez dit, hein, il continue sa résistance face à Donald Trump, Jérôme Powell, qui apparaît finalement comme son meilleur ennemi puisqu'il n'a cessé ces derniers mois de le harceler, pour faire baisser les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure de l'interview économique. On va passer en revue plusieurs thèmes d'actualité avec vous. Nathalie Janson, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure associée d'économie à Neoma Business School. Et à la une de l'actualité, on a donc choisi d'approfondir deux thèmes, deux moments forts dont on va évoquer les conséquences. D'abord, le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP et la fin de cycle à la Fed avec le départ de Jérôme Powell. Mais d'abord, donc on le disait, revenons sur cette décision fracassante d'Abu Dhabi qui se retire de l'OPEP. Les Émirats arabes unis ont claqué la porte du cartel avant-hier. Cela prend effet dès demain. Alors question, comment interpréter ce coup d'éclat? Alors, évidemment, faut l'interpréter, c'est plus un angle géopolitique. Évidemment, ça a des conséquences économiques, mais la géopolitique est l'origine de la raison. C'est-à-dire que compte tenu des tensions avec le conflit iranien, les Émirats arabes unis ont été particulièrement touchés par des attaques en fait iraniennes au niveau de leurs installations. Et en fait, voilà, ils ont estimé que trop, c'était trop. Comme il y a des tensions avec l'Arabie saoudite, et ils ont jugé qu'en fait, ils étaient mieux à s'en aller qu'à rester. Donc c'est effectivement le contexte géopolitique qui explique l'essentiel de la décision, même si, bien évidemment, elle intervient dans un contexte de marché du pétrole, qui, même si aujourd'hui peut sembler extrêmement tendu, mais qui, depuis en fait plus d'une décennie, est beaucoup moins, l'OPEP a beaucoup moins de poids qu'avant, même avec un OPEP+, leur part de marché en fait est passée en dessous de 50%. Ce qui veut dire que techniquement, quand ils font des quotas ou quand ils imposent en fait une restriction pour avoir un prix plus élevé, eh bien leur impact, l'impact de leur décision est beaucoup moins fort qu'avant. Donc si vous voulez, le gain à appartenir au cartel, eh bien, est inférieur à ce qu'il pouvait l'être au début du cartel. Donc, si vous mettez bout à bout le fait que finalement faire partie de ce cartel ne rapporte pas grand-chose aux États arabes, aux Émirats arabes unis, et le fait qu'en fait ils ne se sentent pas bienvenus, en tout cas il y a des tensions avec l'Iran, ils se disent que finalement c'est peut-être le moment de partir. Donc voilà pour cette décision fracassante d'Abu Dhabi, hein, évidemment, pour les Émirats arabes unis. Finalement, est-ce que c'est une surprise? Alors bon, je ne suis pas spécialiste de géopolitique, donc je ne sais pas ce qu'un spécialiste en dirait. Moi, voilà, je peux juste dire qu'effectivement, c'était une possible décision parce que leurs installations ont été quand même pas mal touchées par les attaques, et qu'effectivement, déjà dernièrement, on savait ils n'étaient pas très contents des récentes décisions au niveau des quotas de production, parce qu'en fait, ils étaient relativement limités Hmm. au niveau, voilà, à chaque réunion de l'OPEP. Et là, il y allait en avoir une nouvelle. Et en fait, voilà, ils se sont dit que c'était peut-être le moment justement d'annoncer leur départ. Donc le timing, il se comprend. Maintenant, pourquoi celle-là plutôt qu'une d'après, voilà, j'aurais Hmm. du mal à dire voilà, pourquoi ils l'ont fait aujourd'hui, maintenant. Mais en tout cas, que ça arrive au moment d'une nouvelle réunion, oui, ça a du sens. Sur fond, on le disait aussi, de rivalité, hein, Oui, avec l'Arabie saoudite. oui. Du coup, l'OPEP en est-il fragilisé? Bah, ça va encore abaisser, effectivement leur poids, puisque si on a un acteur comme eux qui s'en vont, eh bien, ça veut dire que le pourcentage va encore diminuer, hein, va encore moins peser sur le marché. Ce qui fait que leur action de concertation aura de moins en moins d'effet sur le prix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le futur, puisque ça veut dire que lorsque le conflit sera terminé, on espère qu'on s'en approche, eh bien, lorsque ça se détendra, on va retourner vers des prix beaucoup plus bas, puisqu'on était déjà en capacité un peu excédentaire avant le conflit. Et ça dit quoi finalement, des fractures au sein de l'OPEP? Bien oui, ça veut dire qu'on a quand même un paysage complexe de ce côté du monde, hein, puisque ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas tous d'accord, et qu'en fait, on a des conflits en fait de pouvoir, de celui qui veut prendre plus de pouvoir par rapport aux autres. Et je pense que clairement, l'Arabie saoudite a aussi
un désir d'avoir un rôle plus grand. Les cours du Brent, on le disait, sont au plus haut Oui. depuis 2022, 126 $ sur les marchés asiatiques hier et 122 $ le baril ce matin. Jusqu'où la montée en flèche peut-elle se poursuivre? En fait, plus évidemment le blocage est long et plus le prix va monter, puisque essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment là plus d'approvisionnement qui passe, enfin, ou très peu. C'est du compte-gouttes et maintenant le détroit est vraiment bloqué. Donc, au début, évidemment, les effets s'en faisaient moins ressentir puisque on était sur des stocks d'avant, mais là aujourd'hui, on est en attente des livraisons. Et plus les attentes de livraison se feront longues, plus le prix sera élevé puisque c'est simplement un indicateur de rareté. Et d'ailleurs, cette nuit, hein, Donald Trump a lui-même évoqué la possibilité d'une guerre longue et avec ce blocus maritime, hein, des ports iraniens. Finalement, est-ce que c'est pas un constat d'impuissance pour celui qui, à maintes reprises, a annoncé la proximité d'un accord, un effet d'annonce, alors qu'on vient d'entamer quand même le troisième mois de cette guerre entre les États-Unis et l'Iran? Bah, de fait, oui. Après, bon, il y a un narratif pour essayer de se sortir de cette situation de façon positive. Du côté de Donald Trump, il faut bien qu'il donne le change. Mais clairement, oui, je pense qu'il était loin de se douter que 3 mois plus tard, il serait en train de dire encore que finalement, la meilleure stratégie, c'est peut-être de bloquer pour les mettre dans une situation économique, dans une position intenable, puisqu'en fait, ils seront isolés. Mais voilà, de toute façon, malheureusement, nous avons aussi d'autres précédents en Europe. Je pense que c'était la même avis qu'avait à l'époque Poutine lorsqu'il a fait son attaque sur l'Ukraine. Et vous voyez où ça nous a conduit. Donc, effectivement, ce ne sont pas des très bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Donc voilà pour le dossier du pétrole et de ce coup d'éclat, on le rappelle, d'Abu Dhabi qui a décidé de quitter donc l'OPEP. On va passer au deuxième thème fort d'actualité, à savoir ce qui s'est passé cette nuit, les adieux de Jérôme Powell. C'était son dernier discours de président de la Fed, mais dans ce discours, on a noté un fait inédit. Il va en fait partir sur la pointe des pieds, puisqu'évidemment le 15 mai, ses fonctions arrivent à leur terme, mais sa fonction arrive à son terme, mais il va rester au Conseil des gouverneurs. Comment l'interpréter? Ah oui, c'était effectivement, c'est apparu hier, enfin, juste après effectivement son discours. C'était la grande nouvelle qu'on voyait apparaître dans les headlines des journaux. C'est qu'effectivement, Jérôme Powell va rester, ce qui n'est pas la tradition. La tradition, c'est lorsque un président de la Fed en fait arrive au terme de ses fonctions. En général, il s'en va, même si il est prévu qu'il puisse rester. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été le cas. Donc là, on voit qu'en fait, il fait de la résistance par rapport à Trump pour montrer qu'en fait, il est toujours là et pour essayer de faire aussi peut-être balancier contre peut-être une direction qui ne lui plairait pas de son successeur, de Kevin Warsh. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement, là, on a vraiment on est devant en fait quelqu'un qui veut montrer à Trump que on ne le commande pas et il fait ce que bon lui semble. Et Trump d'ailleurs a répondu: je ne comprends pas pour quelqu'un qui est aussi respectueux des institutions pourquoi il a pris une telle décision. Donc voilà. Donc, Il, il a d'ailleurs dit, Donald Trump, voilà, personne n'en veut, donc c'est pour ça qu'il aussi. s'accroche à la Fed. On le voit, et vous l'avez dit, hein, il continue sa résistance face à Donald Trump, Jérôme Powell, qui apparaît finalement comme son meilleur ennemi, puisqu'il n'a cessé ces derniers mois de le harceler pour faire baisser les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Alors, question, est-ce que Jérôme Powell, justement par sa position, par cette résistance, n'a-t-il pas ouvert la voie à une doctrine de sauvegarde coûte que coûte de l'indépendance de la Fed? Bah, en fait, il a montré 2 choses. Il a montré déjà qu'en fait, finalement, une indépendance de banque centrale, c'est plus compliqué que ça de l'obtenir. C'est-à-dire que, en fait, sur le papier, finalement, cette banque centrale, elle est pas hyper indépendante. C'est-à-dire qu'elle est relativement indépendante. Et lorsqu'on est dans une situation à peu près normale avec un président qui va respecter, je dirais, cette indépendance de fait, enfin, qui est légale hein, sur le papier, mais qui va aussi
faire en sorte qu'elle soit respectée dans les faits, eh bien, on se pose guère la question de l'indépendance. Mais là, on avait effectivement un président qui ne voulait pas se laisser compter ce qu'il devait faire de la politique économique, et donc il avait besoin que la Fed l'accompagne. Il en a exprimé clairement c'est la revendication. Il a dit que la Fed devait accompagner en fait sa politique économique en baissant les taux d'intérêt. Puisque le but, c'était donc de faire faiblir le dollar et de relancer les exportations. C'est la fameuse doctrine de Stefan Mayren, qui est d'ailleurs membre de la Fed, et qui est toujours qui est le seul qui est toujours en faveur de cette baisse des taux. Partisan de cette baisse des taux, oui. Et il s'est encore exprimé dans ce sens lors du meeting. Et on voit qu'effectivement, ça a vraiment été une illustration que finalement, cette indépendance dans la Fed qu'on avait pensé être totalement, ne jamais pouvoir être mise en doute, eh bien finalement, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Un mandat de banque centrale indépendante, ça requiert plus que juste avoir dans les textes écrits que c'est indépendant. Et donc là, on l'a clairement vu. Donc effectivement, Powell s'est opposé systématiquement aux demandes de Trump. Et compte tenu des votes d'hier soir, on peut se dire que c'est juste le début d'une longue opposition, parce que, compte tenu du vote d'hier soir, ça ne va pas se terminer demain matin, cette opposition entre la Banque centrale et Trump. Justement, le successeur de Jérôme Powell pourrait bien être Kevin Warsh. Il est ultra favori, c'est le poulain de Donald Trump. Il a été auditionné il y a quelques jours par le Sénat américain, si je ne m'abuse, et il a dit qu'il ne serait pas la marionnette du président. Est-ce qu'on peut le croire ? Alors, on peut le croire dans la mesure où, en fait, ce n'est pas du tout un fan de la baisse des taux d'intérêt, comme Mayren, qui, lui, clairement, l'a dit depuis le début, puisque c'est lui, de toute façon, qui a écrit cette doctrine économique qui a été totalement reprise par Donald Trump. Donc là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. On est devant quelqu'un qui a même reproché à la Fed de continuer à avoir un bilan trop élevé. C'est-à-dire que le bilan de la Fed aujourd'hui est un peu supérieur à 6 000 milliards de dollars. Il a atteint 9 000 milliards au plus haut en 2022, mais il était moins de 1 000 milliards avant 2008. Donc vous voyez qu'on a quand même on est à 6 fois plus que ce qu'il était au départ. Et effectivement, Kevin Warsh a fait partie de ceux qui ont souligné que cet état de fait, le fait que ce bilan ne baissait pas assez rapidement, était quand même problématique. Donc, s'il est dans cet état d'esprit, ça veut bien dire qu'il est plutôt pour des taux qui vont rester relativement élevés, parce que forcément, si on baisse le bilan d'une banque centrale, en fait, on va vendre les titres qui sont à son actif. Et en vendant les titres sur le marché, on fait augmenter les taux d'intérêt. Donc, je ne vois pas comment Kevin Warsh serait un ultra favorable de la baisse des taux d'intérêt non plus. Très rapidement, pour terminer, et plus globalement, la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux inchangés hier pour la 3e fois d'affilée. Un autre choix était-il possible au regard du contexte géopolitique actuel ? Ils ont un peu ménagé la chèvre et le chou, parce que de toute façon, le problème, c'est que l'inflation commence à augmenter. Elle s'est faite, il y a eu des chiffres d'ailleurs qui avaient effectivement dépassé les attentes, hein, donc dans un mauvais résultat. Donc bien évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt une hausse des taux qu'une baisse des taux qui est sur la table, mais ils doivent composer aussi avec le fait qu'on a un déficit public très élevé et qu'il faut placer ce déficit public. Donc on verra en fait dans les mois à venir ce qui va se jouer. C'est la tension entre l'inflation qui va sans doute remonter et le fait que le déficit public va continuer à progresser, d'autant plus que la guerre dure longtemps, et qu'il faut bien placer ces bons du trésor, et que si on les place à des taux de plus en plus élevés, eh bien la charge de la dette sera de plus en plus élevée, de plus en plus forte. Donc on est vraiment dans un scénario qui n'est pas qui n'est pas facile en fait, puisque la Banque centrale va se retrouver dans un dilemme entre effectivement lutter contre l'inflation, mais rendre le financement de la dette publique, ne pas peser trop sur le financement de la dette publique. Et en 2 mots, pour clore cette interview, c'est le même dilemme auquel
et confronter la Banque centrale européenne? Dans une certaine mesure, oui, moins frontalement, puisqu'on n'a pas affaire aux mêmes dépenses militaires. Donc nous, en fait, on a cette partie-là qui, effectivement, n'est pas là. Mais on a quand même, effectivement, nous, c'est plus le problème du ralentissement économique que les États-Unis n'ont pas. Donc ça, en fait, c'est pour leur... en fait, ça va peut-être faciliter la tâche de Kevin Warsh. C'est qu'en fait, les hausses de productivité qu'on a observées, qui ont été publiées récemment, laissent à penser que finalement, la hausse des prix va peut-être pas s'emballer, puisque si on a beaucoup de productivité, ça fait baisser, on a une tendance baissière sur les prix. Nous, on n'a pas ce scénario-là. Par contre, on a une absence de croissance qui a été confirmée en plus en France ce matin avec des chiffres qui sont proches de zéro. Oui. Et l'Allemagne, on sait aussi, est dans la même situation. Donc, nous, c'est un autre dilemme. C'est le fait que l'inflation va peut-être effectivement poindre. C'est plutôt la stagflation qui nous guette, en fait. Merci beaucoup pour votre éclairage, Nathalie Janson. Je rappelle que vous êtes professeure associée d'économie en doctorat à Neoma Business School. Merci à vous. Merci beaucoup. À suivre le point bourse. À tout de suite.